Bienvenue sur Mayenne Amplitude, le podcast qui part à la rencontre de gens passionnés, qui partagent leurs expériences, leurs projets et qui nous font vivre leurs aventures. Aujourd'hui, je reçois Fabien de Varenne, dirigeant de Seaproven. Fabien nous parle avec passion de son entreprise et de comment il en est venu à être à l'origine de la conception du plus grand drone marin autonome au monde, le Sphyrna. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mayenne Amplitude. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être aux côtés de Fabien de Varenne. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors Fabien, tu es le dirigeant de Seaproven. Je vais te demander déjà de te présenter un petit peu, puis ensuite on va parler de toi, de ton parcours et aussi de Seaproven, de ce que fait ta boîte. Alors, pour me présenter, c'est assez simple. Je suis mayennais, déjà, premièrement. C'est une bonne chose. Né en Mayenne, j'ai 44 ans. J'ai travaillé principalement en tant que marin. En fait, j'ai fait une vie de marin en tant que marin mayennais. C'est bizarre, mais ça arrive. C'est-à-dire que j'ai passé quelques années de ma vie en mer en tant qu'officier de marine. Alors, officier de marine marchande, j'ai navigué sur différents types de bateaux et commandé des bateaux pour différents types de missions. C'est quoi un officier de marine marchande exactement ? Tu peux nous expliquer ce que c'est que ce boulot ? Alors, il y a les officiers de marine nationale, ça on connaît bien. Ouais. Et en fait, c'est les bateaux militaires, les sous-marins, les porte-avions, ce genre de choses, voilà. Et les officiers de marine marchande, c'est plus les marins de commerce. C'est en fait ceux qui font tout le reste. Alors, ceux qui transportent les marchandises, effectivement, mais les marins pêcheurs font également partie des marins de commerce. Tout ce qui est les marins qui font des travaux offshore, pour le pétrole, pour l'éolien offshore, pour tout ce qui est énergie marine renouvelable, pour tout ce qui est recherche sous-marine, prospection, tous les travaux sous-marins en fait. Dès que quelqu'un travaille en mer sur un bateau, il est marin de commerce. D'accord, ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Okay. Alors il y a beaucoup de spécialités, mais moi j'étais plus dans la partie prospection, études scientifiques. Donc tu as navigué un petit peu partout, j'imagine ? Alors j'ai navigué, oui, enfin un petit peu partout, pas non plus. J'ai pas fait tous les océans de la planète, mais j'ai navigué beaucoup en Afrique, dans différents endroits comme ça. Et t'as fait ça pendant combien de temps, tu m'avais dit ? Pendant, en tout, avec quelques interruptions, pendant pas loin de 15 ans. Pas loin de 15 ans. Voilà. D'accord. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé après ce boulot ? Alors ce qui s'est passé, c'est je commandais un bateau en Afrique, au Nigeria, au pétrole, et j'étais en fin de contrat, et puis j'ai eu envie, j'avais déjà fait des interruptions à un moment donné dans ma carrière de marin, et j'ai eu envie de monter une société dans un domaine différent, qui est la robotique marine, et donc j'ai monté Seaproven. Et alors, comment ça devient l'idée de monter une boîte comme ça ? Ça t'est venu d'un coup ? C'est quelque chose qui a été mûri, réfléchi ? Tu pensais qu'il y avait un besoin particulier ? Ou alors c'était juste une envie Alors moi, ça faisait quelques années que j'observais en fait le boom des drones aériens, tout ce qui vole en fait et de façon autonome. Ouais. Et puis pendant quelques temps, j'ai commandé un bateau support ROV en fait. Les bateaux support ROV, c'est des bateaux qui travaillent pour l'industrie offshore. Offshore au sens large du terme, c'est-à-dire ça peut être pétrolier ou énergie marine renouvelable. Et un ROV, c'est un robot sous-marin qui, là en l'occurrence, on avait un robot sous-marin qui pouvait descendre jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Donc il descend dans une cage, il a un ombilical, il sort de cette cage et il va travailler, enfin déjà observer et puis travailler dans le fond des océans. Et donc ça, c'était une première idée d'application de la robotique marine. Donc ça, c'est un bateau que tu as acheté toi, c'est ça ? Ah non, moi ça c'était un bateau sur lequel je travaillais. Ah d'accord, J'étais ok. commandant en second sur ce bateau-là.
Voilà. Et puis, et puis de fil en aiguille, le fait de voir ces applications de robotique à la fois dans les airs et sous l'eau, je me suis dit que l'autonomie des véhicules allait aussi se faire en surface. Et d'ailleurs, il y avait déjà des projets de véhicules de surface. Et donc, par la suite, j'ai lancé Cyproven avec comme principe exclusif, c'est de s'intéresser à la robotique, mais de surface. En fait, des bateaux, mais sans personne à bord, et soit téléopérés, soit autonomes. Donc, avec une intelligence artificielle qui permet d'éviter les obstacles et de conduire une route. Oui, ça, c'est une réflexion qui a été menée, j'imagine, un petit peu plus tard, parce que quand ces bateaux-là dont tu parlais, c'était des bateaux déjà avec des pilotes, avec du personnel à bord, non, j'imagine. Oui, alors les bateaux support ROV, oui, bien sûr, oui, c'est des bateaux avec du personnel à bord. Mais par contre, le robot, lui, il descend tout seul à 4000 mètres. D'accord. Voilà, et donc il descend du bateau, effectivement, mais il est complètement, là pour le coup, il y a toujours un ombilical, donc un câble qui relie le robot au bateau. Mais parce que les ondes passent beaucoup moins bien dans l'eau que dans les airs, donc c'est très compliqué de faire un engin autonome, un engin radio-guidé sous l'eau, mais téléguidé, c'est avec un fil, c'est beaucoup plus simple. Ouais, d'accord. Donc là, on est au début. Là, on se situe à peu près en quelle année, 2013 ? Alors, 2013, c'est le début de Cyproven. Ouais. C'est le début de... En fait, c'est le moment où j'ai quitté mon commandement en Afrique. D'accord. Et l'idée... vraiment, le déclenchement de l'idée, c'est dans les alentours de 2010-2011. Où là, il y avait justement toutes ces observations, le boom des drones aériens, le boom, enfin dans beaucoup de milieux, on parlait justement de l'autonomie des véhicules et très peu, par contre, de l'autonomie des véhicules de surface. Voilà. Et alors, donc là, te voilà parti dans une aventure assez, j'imagine, palpitante. Par quoi on commence quand on veut construire un drone marin ? Du coup, j'imagine que ça se fait pas comme ça. En plus, il n'y a pas vraiment de modèle qui existe. C'est pas comme les drones aériens où c'était vraiment le boom à ce moment-là, où ça sortait par tous les bouts. Là, t'étais obligé de partir d'une page blanche, non, j'imagine ? Alors, comment on commence quand on veut passer de l'hippomobile à l'automobile ? C'est un peu la même chose. C'est pareil, voilà. bien sûr. C'est qu'à un moment donné, dans toute technologie de rupture, faut se lancer. Donc, moi, j'ai fait un choix, en fait. J'ai dessiné un concept ship vraiment différent, avec... bon, c'est simple, hein, quand on veut construire un bateau, il y a souvent 3 choix. Une coque, 2 coques ou 3 coques. D'accord. Là, moi, j'ai choisi 2 coques, mais 2 coques qui font pas la même taille, qui sont relativement différentes, pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'avais un goût particulier pour les pirogues polynésiennes, que je trouve à la fois esthétiquement très belles et d'un point de vue nautique qui sont très 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 efficaces, mais aussi pour pouvoir me distinguer des autres projets, parce que là, en 2013, donc, il commençait à y avoir de plus en plus de projets de robotique marine, de robotique de surface. D'accord. Et donc, le fait d'avoir un design un petit peu différent, ça permet de se distinguer. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, en faisant des recherches sur ce design, en faisant des études, parce que ces bateaux, qui sont des engins de plage à la base, même s'ils sont millénaires, n'ont jamais été passés à la moulinette des bassins de carène, des tests de stabilité, ce genre de choses. C'est des constructions complètement empiriques. Mais on a découvert plein de choses, et des choses très très intéressantes, alors qui n'étaient pas forcément applicables à des bateaux de surface classiques, parce qu'à moins de faire des bateaux gigantesques pour pouvoir loger très peu de personnes, eh bien, parce qu'il y a très peu de surface disponible à l'intérieur de ce genre de bateau, eh bien, c'était pas cohérent. Mais une fois qu'on s'affranchit de la présence de l'homme à bord d'un bateau, là, ça devient parfaitement cohérent. Et donc, ce projet a grandi. Après, il y a eu d'autres projets. Il y a eu le Speed Rescue, le Speed Survey, enfin d'autres projets qu'on a lancés dans Cyproven. Mais c'est resté le projet phare. Et maintenant, il prend son envol, véritablement. On a fait une première mission l'année dernière, une deuxième mission cette année, plus longue. L'année dernière, on a fait 1 mois et demi. Cette année, on fait 3 mois.
voilà, en Méditerranée pour faire un suivi bioacoustique des cétacés. Et juste si on fait une petite aparté sur ce que propose Cyproven, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait deux autres drones, donc le Speed Rescue, c'est ça ? Exact. Donc tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement en quelques mots ? Alors le Speed Rescue, il est très très simple à pitcher. C'est la bouée intelligente. On la jette à l'eau, ça se gonfle automatiquement, ça va chercher la personne qui se noie. Et c'est télécommandé par quelqu'un. C'est ça, c'est un bateau radiocommandé qui a simplement un but. Voilà. Donc c'est à destination des sauveteurs en mer ou des militaires peut-être ou des quelqu'un qui tombe par-dessus bord, on jette cet engin-là, il se gonfle et il va vers la personne et on ramène la personne grâce à cet engin. Donc ça c'est simple, ça a un but bien précis, unique et bien clair, même s'il y a des options et ce genre de choses. Après le speed survey c'est un petit peu plus compliqué. C'est que souvent pour des missions scientifiques par exemple, déployer un bateau pour simplement faire un prélèvement à 500 mètres du rivage, faut déployer un bateau, c'est compliqué. Alors, si on a là c'est le saut projetable, c'est en fait on envoie un bateau, il fait son prélèvement d'eau, il revient, c'est beaucoup plus simple quand le bateau fait 30 kg que quand il fait 2 tonnes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça c'est le speed survey. Le speed survey a par contre une gamme de possibilités d'outils qui est beaucoup plus large. Par exemple, il peut faire de la bathymétrie, c'est-à-dire connaître les reliefs sous-marins. Voilà, par exemple. D'accord. On met un sondeur multifaisceau en dessous et ça permet de faire une 3D, une cartographie très précise du relief sous-marin. Ouais, c'est une sorte de mini Sphyrna, si je comprends bien, non ? Alors non, parce que là on parle de bateaux autonomes, mais autonomes d'un point de vue décisionnel et programmé et tout ça. Mais ça c'est une partie de l'autonomie. L'autonomie du Sphyrna est bien plus large dans le sens où il a une autonomie décisionnelle, mais surtout on travaille sur l'autonomie énergétique. Oui, alors ça c'est intéressant d'un point de vue technologique. Est-ce que tu peux justement développer un petit peu ça l'autonomie énergétique, c'est-à-dire en gros il a des batteries, des panneaux solaires et il n'a pas besoin d'autre énergie pour fonctionner, il n'y a pas besoin de carburant X ou Y, il n'y a pas vraiment de moteur, enfin peut-être des moteurs électriques du coup j'imagine. Si, il y a un moteur électrique de propulsion, voilà. Mais le but, parce que vu qu'il n'y a plus personne à bord, on peut se dire un bateau peut rester pendant des mois en mer en autonomie. Alors pour rester pendant des mois en mer en autonomie, soit on embarque beaucoup de fuel, mais c'est compliqué, ça fait un bateau énorme, surtout pour alimenter la charge utile et la propulsion. Et sinon, il y a une autre option, c'est de se débrouiller pour que ce bateau trouve son énergie en mer. Et de l'énergie en mer, il y en a beaucoup. Il y a le vent, donc propulsion vélique. Donc sur le Sphyrna, maintenant, il y a une aile qui permet de propulser quand il y a du vent. Il y a une éolienne qui permet de récupérer aussi l'énergie du vent. D'accord. Il y a des panneaux solaires. Voilà. Et le moteur de propulsion, qui est un moteur électrique, se transforme en hydrogénérateur, donc lui produit également de l'énergie. Alors pour deux choses, à la fois pour faire avancer le bateau, mais également pour pouvoir alimenter une charge utile importante. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir embarquer beaucoup d'outils de mesure, qui sont parfois un peu gourmands en énergie, et donc si on n'arrive pas à les alimenter, ils ne servent à rien. Oui, parce que, alors justement, l'objectif de ce drone marin, c'est de faire des missions et d'embarquer tout un tas d'outils, de l'équiper, de l'augmenter en quelque sorte de tout un tas d'outils qui vont être branchés à ce drone marin et donc qui vont pouvoir permettre de récolter des informations diverses et variées et en masse, quoi, finalement. C'est ça. En fait, c'est un outil nous, on l'appelle le navire laboratoire autonome. Voilà. Dans le sens où c'est un engin qui est là pour sillonner les océans et récolter des masses de données avec une interface mer-espace, c'est-à-dire en lien avec le spatial, pour pouvoir faire une corrélation entre les observations des satellites, les observations spatiales et les observations de surface. Un satellite c'est simple, 29% du temps il voit bien, parce qu'il est au-dessus de la Terre. 71% du temps il est au-dessus de la mer et des océans, et donc il voit mal. Et si on peut compléter ces données, les compléter, les calibrer grâce à de la donnée de surface, eh bien on gagne beaucoup de choses. C'est une sorte de, finalement, un petit peu comme c'est un satellite marin, finalement. C'est ça. Mais d'ailleurs, on parle de constellation. On parle de constellation de navires autonomes. Et maintenant, Cyproven a été intégré dans l'incubateur de l'Agence spatiale européenne, justement sur ce sujet de l'interface mer-espace et du calibrage et du complément de la donnée spatiale. Est-ce que tu arriverais à nous le décrire un petit peu ?
Alors, je vais essayer. Alors, en fait, faut imaginer une grande pirogue à balancier polynésienne. D'accord. Donc, c'est une longue coque qui a un ratio longueur-largeur très extrême parce qu'il fait un mètre de large pour le plus grand fait 21 mètres de long, avec donc 2 bras de liaison qui rejoignent une plus petite coque qui, elle, fait 9 à 12 mètres. C'est quand même très très long en fait. C'est très long, mais parce que c'est directement lié à l'énergie. C'est-à-dire que plus un bateau est long, moins il consomme d'énergie. Plus il est long et léger, moins il consomme d'énergie. Moins il y a de frottement peut-être sur l'eau, c'est ça, non? Alors, il y a toujours du frottement sur l'eau, il y a toujours le phénomène de viscosité, de friction et de viscosité. Mais par contre, un bateau est directement... en fait, sa longueur... Va créer sa vitesse critique et différents paramètres comme ça. Donc en fait, plus un bateau est long, plus il aura une capacité à économiser de l'énergie. Par contre, c'est un sport mécanique, on va dire, et ce qui compte, c'est le ratio poids-puissance. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Alors un bateau très court, c'est simple. Vous voyez les avirons sur les rivières, Ouais. ils sont très légers, très longs, et en fait, il y a besoin de moins d'énergie qu'un petit kayak tout, très court. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ou une barque, vous prenez deux personnes qui ont le même niveau en aviron, vous mettez une personne sur une barque qui est une caisse qui fait 3 mètres de long avec les mêmes avirons qu'une personne qui est sur un vrai aviron très long, très effilé, qui fait 7 mètres de long, et bien forcément vous n'aurez pas les mêmes performances. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ça fait à peu près 20 mètres de long, de large ça fait 4 mètres. 4 mètres. De haut, ça fait à peu près... Ça fait 5 mètres 20 en tout, avec les mâts, avec l'aile. Maintenant, on est même au-dessus parce qu'on est on est à 6 mètres 70. D'accord, ok. Ouais. Et alors, cet appareil-là, donc, il peut transporter, je crois, quasiment 1 tonne de matériel, c'est ça ? C'est ça, 1 tonne de charge utile et surtout l'alimenter. Et en plus de ça, je crois qu'il arrive quand même à être excédentaire en énergie, c'est pas ça ? Alors c'est le but de le rendre excédentaire en énergie. On y arrive globalement, mais si à un moment donné il y a très peu de soleil, très peu de vent, là il peut se retrouver un petit peu à plat. Ouais. Alors il consomme très très peu d'énergie, donc il se met en mode survie. Donc, est-ce qu'on peut savoir à peu près combien ça consomme si on devait se référer à, je sais pas, du matériel qu'on a chez nous pour se rendre compte un peu ? Pour avancer, s'il n'y a pas de vent, pour avancer à 5 nœuds, il consomme 500 watts. 500 watts, c'est un grille-pain. Ah, c'est fou ça quand même. Voilà. Un grille-pain, c'est un peu plus. Mettons un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, voilà. Ouais. Un sèche-cheveux pour avancer à 5 nœuds. Donc 5 nœuds, ça fait 8 km/h. Ouais. Voilà. 5 nœuds, c'est une vitesse qui est cohérente sur l'acquisition de données, sachant qu'on ne va pas toujours à 5 nœuds. Le but, c'est pas de faire un bateau qui va très vite, même s'il va vite. Il peut aller très vite, mais c'est pas le but, parce que là, il consomme trop et ça ne nous intéresse pas. Voilà. Par contre, la partie vraiment importante, c'est de pouvoir avoir une charge utile, une charge scientifique qui a de la valeur, qui mesure des choses intéressantes. Et ça, souvent, ces charges utiles-là sont très gourmandes. Ah oui, d'accord. Très gourmandes. C'est pas non plus c'est tout un tas d'équipements électriques, des sondes, des choses comme ça qui demandent une puissance électrique donnée, et puis une autonomie donnée, et puis surtout une régularité, j'imagine, au niveau d'électricité, quoi. Exactement. Que ça soit nickel, quoi. Exactement. Donc, si on prend le bateau, lui, produit en moyenne, si on fait une moyenne de base, il va produire 1000-1500 watts en moyenne, ouais. Et il va consommer, sur sa charge utile, il va consommer 500 watts ou 600 watts, et sur sa propulsion, 500 watts. Voilà. Donc on arrive à quelque chose une boucle assez vertueuse et une boucle positive d'un point de vue énergie. Par contre, on peut se retrouver à un moment donné à sec, hein, mais le bateau va se mettre en mode survie, c'est-à-dire qu'il va enlever certains des systèmes, et il va couper une partie de la charge utile, il avancera beaucoup moins vite. Ouais. Et puis, il va se régénérer à un moment donné parce qu'il va retrouver soit du vent, soit du soleil. Et donc, le vent soit le propulse par l'aile, et l'aile fait tourner l'hydrogénérateur.
Voilà, le fait que le bateau avance, ça fait tourner l'hydrogénérateur. Le vent en plus fait tourner l'éolienne. Et ça, par exemple, s'il y a du vent la nuit, ça fonctionne très bien. Et puis, s'il y a du soleil, eh bien là, le jour, aucun souci, le bateau produit beaucoup d'énergie. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi il a déjà servi et à quoi il va servir? Tu nous parlais de 2 missions, une mission qui s'est terminée il y a quelques mois, une mission qui va démarrer dans quelques mois. À quoi ça sert exactement? À quoi c'est utile? C'est à peu près les 2 mêmes missions. Après, la mission de l'année dernière était assez expérimentale, à la fois pour nous et à la fois pour les scientifiques, parce que c'est la première fois qu'une mission de ce type se faisait en navire autonome, et réussissait. Déjà, parce que en fait, il y avait eu des tentatives, entre autres aux États-Unis, de missions de bioacoustique, parce que la bioacoustique, c'est un domaine bien précis. Ouais. C'est écouter sous l'eau, mais la mer, les océans, on dit que c'est le monde du silence, mais c'est plutôt le monde du bruit. C'est en fait toutes les interactions des animaux, et entre autres des grands mammifères, des grands cétacés, se font par le bruit. Voilà, ils connaissent leur environnement par le bruit. Donc écouter sous l'eau, ça permet de voir sous l'eau, de savoir exactement où se situent toutes les espèces et ce genre de choses. Donc on en tire beaucoup d'informations. Donc l'année dernière, par exemple, on a fait des trajectographies de cachalots. Donc on a écouté des cachalots qui plongeaient jusqu'à 2000 mètres de profondeur, chassaient le long des grands canyons au large de Toulon, par exemple, remontaient les parois des canyons. Donc on savait à quel moment ils mangeaient et leur position très précise, parce qu'il y a plusieurs hydrophones sous le bateau, et c'est comme les oreilles. Quand vous entendez un son qui arrive d'un côté, en fait, vous arrivez à situer l'origine du son. Oui, à peu près où c'est, quoi, quelle distance et si c'est loin ou pas, quoi. Exactement. Donc nous, on a 2 oreilles, là, le bateau, il a 5 oreilles, 5 hydrophones. Voilà. Donc c'est encore plus simple pour lui. Et puis ces oreilles sont beaucoup plus écartées que les nôtres. Même si la propagation du son dans l'eau est 5 fois plus rapide, eh bien malgré tout, il fait la différence. Et puis, ces hydrophones sont reliés sur une carte qui, elle, fait 1 million d'échantillons à la seconde. Donc ça permet de zoomer dans les échantillons de façon très très intéressante, à partir du moment où c'est calibré à la nanoseconde. Voilà. Donc en fait, c'est le son reproduit, comment dire, des petits points sur une carte, et c'est ça qui permet de mesurer la distance. Alors c'est plus que des petits points sur une carte. En fait, là on discute, on a 2 micros. Ouais. Bon, imaginons qu'il y a un différentiel dans ce boîtier là. Ouais. C'est pas très très visible pour les auditeurs, mais on va savoir que le son va arriver d'abord sur ton micro et après sur le mien. Ouais. Voilà. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, imagine, il y a 5 micros, donc le son, il arrive d'un endroit, et voilà. Donc ça fait à la fois des petits points, mais surtout, tu as des diagrammes qui te disent, mettons, Fabien a parlé avant Damien. Ok. C'est hyper intéressant. Donc là, en gros, le Suerna a été équipé de ça par les scientifiques du CNRS, l'Université de Toulon. Et donc la prochaine mission, c'est à peu près... Alors la prochaine mission, c'est avec la même équipe scientifique, donc le professeur Hervé Glotin de l'Université de Toulon, qui est chercheur au CNRS et qui est bioacousticien. Sa spécialité, c'est la bioacoustique. Et là, on équipe 2 drones, donc 2 drones plus un navire accompagnateur. Donc on va avoir 3 antennes de bioacoustique, 3 fois 5 micros. Et ces 3 antennes, on va les situer dans l'espace, en fait très précisément par GPS, ça c'est simple. On va les situer dans le temps, et ça à la nanoseconde, c'est-à-dire qu'on va savoir, on va pouvoir les paramétrer les unes entre les autres, quelle que soit la distance, à la nanoseconde. Donc on va faire une gigantesque antenne de bioacoustique. Et donc là, on va avoir la possibilité de suivre vraiment, de faire des 3D complètes des fonds des océans. D'accord. Des fonds des océans, enfin des mouvements des animaux dans le fond des océans. C'est la mission qui a été faite en version plus, quoi. C'est ça. Ça c'est, on va dire, tu disais que ça n'avait pas réussi à se faire initialement, donc là ça a réussi. Enfin, est-ce que tu peux nous dire juste pourquoi ça n'avait pas marché avec, C'est parce que les autres drones marins sont souvent beaucoup plus petits. Ouais. Et donc ont des mouvements de plateforme ça génère des nuisances, on va dire, dans la détection, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et alors il y a plusieurs éléments. Il y a ça, c'est la qualité peut-être enfin ça c'est sûr, la qualité des navires autonomes, des drones marins qui sont beaucoup plus petits
Voilà, même si il y a des choses très bien, hein, c'est pas une critique. Et puis aussi la qualité de l'équipe scientifique, c'est-à-dire que Hervé Glotin, par exemple, a développé une carte qui fait des prélèvements d'échantillons sonores à la nanoseconde, et ça c'est juste exceptionnel. Ouais. Et sur 5 voix. Donc ça c'est un outil qui est d'une puissance phénoménale. Et en plus de tout ça, on prélève tout un tas de choses, on prélève tout un tas de données, on fait tout un tas de mesures de température, salinité, pH, on fait de la mesure ADN, c'est-à-dire ce que l'on entend, on veut le retrouver dans des prélèvements d'eau et mesurer l'ADN, savoir si on peut avoir une corrélation entre le sonore et l'ADN prélevé dans l'eau. Voilà. Donc, et donc ça, c'est un peu l'aboutissement de ce qui a été construit, mais j'imagine que tu n'es pas tout seul à faire ça. Tu es probablement accompagné d'un tas de gens super performants, puisque si je résume quand même un petit peu, ta boîte a réussi à construire le premier drone marin autonome, enfin sans personne à bord, au monde. Alors c'est pas le premier, parce qu'il y a des drones marins, mais qui sont beaucoup plus petits. Là, c'est le plus grand. Le plus grand, en tout cas. C'est le plus grand, et on reste toujours les plus grands, parce que le deuxième fait 21 mètres 30, donc il est encore plus grand que le premier. Oui. Alors, c'est pas un but de rester grand, hein. C'est que ça se justifiait au départ. Par la suite, vu que le but c'est de multiplier ce genre de bateau, c'est plus de partir sur des bateaux de 12 mètres pour des raisons de logistique et ça. Et puis la charge utile se réduit en taille. Donc, une tonne de charge utile, c'est plus forcément nécessaire. On est plus dans les 500 kg de charge utile, ce qui est largement suffisant maintenant, parce qu'il y a une miniaturisation de toute l'électronique. Mais surtout, la spécificité de ce drone, c'est d'avoir une capacité à se mouvoir de façon constante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'engins autonomes comme ça qui, par exemple, ne fonctionnent que par le vent. Et un petit peu de solaire, mais le solaire, c'est juste pour la charge utile. Donc, ils vont produire 30 watts pour la charge utile, ce qui est suffisant pour certaines choses, mais pas autant que, par exemple, toute la partie acoustique. Nous, ça consomme 300 ou 400 watts. Oui. Donc, c'est très, très gourmand en énergie. Donc, ils ne pourraient pas le faire. Ok. Et alors, donc là, on est aujourd'hui, il y a 2 bateaux. Oui. La suite, c'est quoi ? Comment tu vois les choses dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ? C'est quoi ton objectif à long terme ? Parce que ça, c'est passionnant, mais j'imagine que tu as encore plein d'idées pour développer tout ça. Alors, moi, mon objectif à long terme, sans le dater, hein, parce que c'est très très dur à dater, parce que c'est une aventure, les startups, c'est toujours un peu compliqué. Hein, c'est un peu en dents de scie, quoi, finalement. C'est un peu en dents de scie, puis tu as l'impression d'être un petit peu un Don Quichotte des temps modernes. Tu attaques des moulins à vent en croyant que ce sont des géants, et voilà. Il y a toujours des Sancho Panza qui essayent de t'arrêter. Et voilà. Mais moi, mon but ultime, c'est justement de réussir cette transition sur l'interface mer-espace et de pouvoir déployer massivement des drones marins, donc des Sphyrna. On parlait tout à l'heure des satellites, c'est un peu le même principe. Tu as construit un satellite, maintenant tu veux en mettre en place pour tout un tas d'usages différents, mais sur la mer et pas dans l'espace. Alors voilà, et en fait, vu que les bateaux seront tous identiques, par contre, le principe, c'est d'avoir un usage commun à tous les bateaux, qui mesurent 38 paramètres, voire même plus bientôt, et qui fassent de la surveillance aussi. En fait, donc le but, c'est de surveiller, par exemple contre les trafics, les pêches illégales, tout un tas de choses, même des surveillances militaires, donc de l'action de l'État en mer, des différentes choses comme ça, voilà. Et monitorer les espaces océaniques. Donc monitorer, c'est assez simple, c'est la température, la salinité, le pH, enfin tout un tas de paramètres comme ça, mais aussi la biomasse. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est quand tu as des centaines de bateaux comme ça sur l'eau, eh bien tu peux dire à une pêcherie, un État maritime par exemple, qui achète la donnée, peut dire à une pêcherie, écoutez, vous avez le droit d'aller pêcher tel banc de poissons qui se trouve à tel endroit et qui est arrivé à maturité. Voilà. Et donc le pêcheur, il a simplement à sortir du port, aller jusqu'à la zone, faire son trait de chalut, revenir. Donc c'est économie de gasoil, économie de temps, et puis plus besoin de quotas, de ci, de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devient plus... Enfin, moi j'ai toujours l'impression qu'en mer, on est toujours des chasseurs-cueilleurs. Hein. C'est simple, c'est qu'il y a 11 000 ans, l'être humain est passé de chasseur-cueilleur à agriculteur, et en mer, on est toujours des chasseurs-cueilleurs. C'est dramatique. On prélève dans la ressource de façon totalement inconsidérée. Pourquoi ? Parce que c'est 71% de la superficie de la planète, mais on ne la connaît pas.
On ne connaît pas ces espaces. Ces espaces qui sont gigantesques et on a une vision très surfacique, et moi le premier. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai navigué à la surface des océans sans savoir exactement comment c'était. Ouais, on a l'impression, comment tu en parles, c'est qu'en fait, on n'est qu'au début de finalement l'exploration de ce qu'on peut faire de l'océan, de la mer, etc. On se sent vraiment habité par ce projet, en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler un petit peu de la partie entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es passé de ton ancien boulot à cette vision de dirigeant, enfin ce travail de dirigeant d'entreprise? J'imagine que c'est pas du tout la même chose. T'as passé un cap complètement différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette transition? Comment t'as réussi à faire le passage? J'ai déjà eu des périodes où j'étais entrepreneur avant. D'accord. Voilà. Donc tu connaissais un petit peu ce que c'était? Je connais. J'ai fait des études de management en plus de mes études de marin. Donc c'était pas ma première expérience de gestion d'entreprise, mais alors la gestion d'entreprise dans l'innovation, c'est un peu différent. Et donc c'est ça la réelle différence, c'est qu'il faut être très patient, faut avoir une anticipation qui est toute relative, parce qu'on sait jamais ce qui est fait le lendemain. En fait, toujours avoir plusieurs cartes d'avance dans sa besace. Oui, mais il y a aussi le fait que, tu vois, quand tu travailles sur une technologie de rupture, tu sais pas quand va se faire la rupture. Ouais. Tu sais pas quand va se faire la prise de conscience. C'est-à-dire que l'autre jour, j'entendais une émission de radio qui était très intéressante. C'était sur le début justement des constructeurs automobiles en France. Ouais. Sais-tu combien il y a eu de constructeurs automobiles au début du XXe siècle? J'en ai strictement aucune idée. Il y avait 380 constructeurs automobiles. Ouais. C'est énorme. Ouais. Maintenant, il en reste combien? Il en reste 10, 15, 20 ça doit être à peu près ça. Avec les petits, on doit être à peu près peut-être à une quinzaine de constructeurs automobiles. Et voilà. Mais là, toi, finalement, ta boîte, vous êtes peut-être 2, vous êtes peut-être 3, 4, il n'y en a quand même pas tant que ça qui sont sur ce marché-là. Donc, vous avez pris une avance, je pense, considérable sur les autres. Imaginons, moi, un jour, je veux lancer ma boîte et faire des drones marins. Je vais avoir un sacré retard. Il y aura un sacré gap, j'imagine, par rapport à l'avancée qui a été faite par Cyproven, non? Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être au bon moment. Oui. Le timing, ça ressort souvent, ça. Si t'es trop tôt, c'est pas bon. Si t'es trop tard, voilà. Et alors, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a les rencontres aussi, le fait d'être là au bon moment, au bon endroit, qui va te permettre de trouver la personne qui te dit ça match, on part là-dessus, soit sur une levée de fonds, soit sur un contrat, soit enfin tous ces points qui font que voilà. Ça match, ça prend. Une de nos grandes chances, par exemple, c'est d'être entré à l'incubateur de l'Agence spatiale européenne. Ça, c'est génial. C'est un tremplin. C'est un tremplin, parce que c'est vraiment la vision big data, parce que maintenant, en fait, l'idée, c'est pas de vendre des bateaux, c'est de vendre la donnée, récolter la donnée, la stocker, la traiter, faire du deep learning. Deep learning, tu peux faire la traduction peut-être pour ceux qui nous écoutent. Le deep learning, c'est très très simple. Ça fonctionne, c'est des réseaux de neurones artificiels qui fonctionnent exactement comme votre cerveau. Voilà, donc en fait, tu te lèves le matin. Tu regardes par la fenêtre, tu vois quelqu'un avec un bonnet, des moufles et un parka. T'en conclus quoi? Qu'il fait froid. Voilà, il fait froid. Bon. Donc tu as une donnée mesurable. Simplement avec tes yeux. Oui. Donc il fait froid, il fait entre -5 et 0. Ok. Oui. Tu habites à Évron. Donc hémisphère nord. Ouais. Donc s'il fait froid, c'est plutôt quelle saison? Plutôt l'hiver. Oui, donc tu as une donnée temporelle. Simplement par une observation, tu as 2 données. Oui. Une donnée temporelle et une donnée observable. Donc imagine, nous on a 5 sens. Oui. Imagine, les bateaux, ils ont 38 sens. Oui. 38 sens plus les sens des satellites. Donc tu croises toutes ces données. Tu croises tout, ouais. Et bien là, tu obtiens une masse de données qui se croisent et qui se complémentent et qui s'enrichissent et qui créent des neurones artificiels, mais de façon automatique. Oui, qui vont créer finalement d'autres intelligences automatiques qui vont... ça se fait tout seul, quoi, finalement. Exactement, ça se fait tout seul. Et donc ça, toute cette masse de données, en fait, tu vas pouvoir savoir qu'à un moment donné, tiens, il n'y a pas de drone à la surface. Tu sais que l'eau est la telle couleur par rapport à une phosphorescence planctonique. Tu vas en déduire que c'est telle température sur telle épaisseur de la colonne d'eau, sur ci, sur ça, et qu'il y a potentiellement, vu que tu es dans telle région, il y a telle bande de poisson qui est en dessous. Donc tu vas savoir tout un tas de choses parce que c'est comme l'observation des nuages aussi. C'est toutes ces observations
qui permettent en fait de croiser les données et d'en tirer des conclusions. Ouais. Par contre, tu as le cas non conforme. Pourquoi, là on est en plein été, il fait 30 degrés, et ça tu le sais, et pourquoi il y a quelqu'un qui a un bonnet, des moufles et une parka? Bon, là c'est le cas non conforme, et alors là, ça tilte. Voilà. Ouais. Passionnant. Est-ce que tu aurais des conseils, là on va arriver un petit peu au bout de l'épisode, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont comme toi une sorte d'élan d'idée et qui voudraient la développer? Je pose ça quasiment à tous les épisodes parce que ça m'intéresse beaucoup, et qui voudraient se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et qui ont des idées un petit peu innovantes comme la tienne, mais qui ont peut-être là aussi tout à faire et voudraient promouvoir un petit peu leur idée et partir de zéro. Alors, des conseils, oui, il y en a plein. Après des conseils, c'est toujours la même chose. Alors, ça s'adapte en fonction des situations, des personnes, etc. Mais il y a peut-être des conseils un petit peu que toi, t'ont aidé et que peut-être des personnes peuvent écouter et qui sont peut-être dans le même cas que toi quand tu y étais il y a quelques années. Alors, moi, ce que j'ai appliqué, c'est toujours la patience. Oui. C'est qu'en fait, un projet, ça se fait pas en 2 ans. Ça tombe pas comme ça. Voilà. Donc, c'est être patient. Bon, croire en son projet, ça, c'est la base. Si on ne croit pas à son projet, si vous doutez, ça s'arrête. On a quand même peut-être un peu de doute en tant qu'entrepreneur. Oui, bien sûr, attention, on a des doutes, on a des peurs et de ça. Bon, pas avoir peur de l'échec déjà, parce que ça, c'est statistiquement, il y a de gros échecs. Voilà. Bon, donc pas avoir peur de l'échec, pas être trop long à prendre des décisions, parce qu'il faut mieux prendre une mauvaise décision, s'en apercevoir très vite pour pouvoir faire l'inverse. Voilà. Donc ça c'est important parce que c'est intéressant. Ouais. Ah oui, moi je préfère prendre une mauvaise décision très vite et m'en apercevoir que passer des semaines à me dire peut-être tergiverser, je fais pas. Et sinon on n'avance pas. Ouais. Voilà. Et alors il y a une autre chose, c'est faire les choses soi-même. C'est-à-dire que mettre les mains dans le cambouis, c'est ça? Mettre les mains dans le cambouis, c'est que souvent les gens se disent ouais mais j'ai pas l'argent et ça. Mais l'argent ça n'est qu'un moyen, mais il y en a d'autres. Voilà. Alors effectivement, à un moment donné, il faut de l'argent. Oui. Et ça, c'est indiscutable. Et ça. Mais pour faire la preuve de concept, pour être crédible, pour avancer, pour montrer des choses, eh bien, à un moment donné, il faut se mettre dans un atelier, il faut fabriquer des choses, il faut montrer des choses. Parce qu'un plan, une idée, et tout ça, aussi excellente soit-elle, si elle n'est pas matérialisée, elle est très peu concrète pour les gens. Ouais, et puis quand tu parles d'argent, on dit aussi que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent, ça favorise la créativité parce que du coup, on va penser les choses peut-être autrement, on va concevoir des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et donc par la suite, ça peut tomber sur des idées magnifiques, quoi. Non, et puis en plus, une société, tu sais, c'est un équilibre. Hein. Donc si un jour tu as de l'argent pour pouvoir développer quelque chose, il faudra forcément le rembourser. Oui. Donc, moins tu dépenses en développement, plus par la suite ta société risque d'avoir justement des assises saines. Voilà. Donc, il faut pas non plus se dire j'ai pas assez d'argent pour développer. Et si tu dépenses une fortune pour développer une solution qui, au global, va s'équilibrer, mais voilà, tu gagneras jamais d'argent. Ouais. Alors que si tu dépenses peu d'argent en faisant beaucoup, même si c'est un peu épuisant parfois, voilà, mais bon, ça permet aussi de s'oxygéner, hein, passer des travaux manuels à ci, à ça, enfin voilà, ça permet quand même de s'oxygéner. Mais on est dans un domaine où on doit être rentable, c'est des sociétés privées. Bien sûr. Donc, si tu dépenses beaucoup d'argent pour développer une solution, après, il faut aussi la vendre très cher. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment ça, c'est de considérer que l'argent, c'est un moyen, mais aussi le fait de faire les choses soi-même, tout ce qu'on peut faire soi-même au départ, pour faire la preuve de concept, on doit le faire. Passionnant. On pourrait parler de ça pendant 10 heures parce que ça me passionne vraiment beaucoup. Mais sinon, on va être beaucoup trop long. Dernière petite question. Est-ce que tu aurais, et je la pose aussi à chaque fois, à chaque fin d'épisode, est-ce que tu aurais des recommandations à faire? Ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être une émission de télé, ça peut être une personne, une personnalité. Alors souvent, ça colle un peu parce qu'on ne s'y attend pas à cette question, mais est-ce que tu as des recommandations à faire à ceux qui nous écoutent? Alors moi j'ai des recommandations à faire sur des personnes qui... Alors je ne m'attendais pas à cette question. Alors c'est comme toujours. Mais alors tu vois, moi il y a des gens qui
qui m'ont marqué dans l'histoire, et des gens qui sont pas forcément très très connus. Ouais. Tu vois, tu prends quelqu'un comme Andrew Carnegie. Je connais pas, du coup. Alors, qui a été l'homme le plus riche au monde et qui a été un grand mécène. Dans les années fin 19e. D'accord. Fin 19e, c'est quelqu'un qui a financé je crois, plus de 1700 bibliothèques parce que c'était un autodidacte complet. D'accord. Et lui a fait graver sur sa tombe quelque chose que je trouve génial. Il a commencé tout en bas. Il a fait graver sur sa tombe Andrew Carnegie, l'homme qui a eu l'intelligence de s'entourer d'hommes plus intelligents que lui. Ah, oui. Voilà. Et donc ça, je conseille vivement d'essayer de trouver des citations d'Andrew Carnegie parce que c'était à la fois un grand entrepreneur, mais également un homme, enfin quelqu'un qui avait vraiment le sens de l'humain, voilà, et du partage. Voilà. Ça, c'est sur l'aspect entrepreneur. L'aspect. Je mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux qui écoutent, comme ça on aura l'écriture exacte. L'aspect purement innovation, c'est forcément Nikola Tesla, qui est le plus grand génie de tous les temps, voilà, et qui est le premier à avoir fait un drone. Alors c'était pas un drone aérien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'était un drone marin. Il a inventé un drone marin qu'il avait présenté c'était en 1898. Ça ressemblait à quoi, ce drone marin ? Alors c'était un drone militaire, c'était un bateau radiocommandé, qui permettait qui était chargé d'explosifs pour aller couler les autres bateaux. Il avait présenté ça à Londres en 1898. Et Nikola Tesla, on comprend même pas actuellement tous ses travaux, et tellement c'est un génie absolu. Et on utilise tous les jours des inventions de cet homme-là. Et un homme qui est mort dans la misère et qui est très peu connu en fait. Voilà. Sous-connu. Sous-connu par rapport à son intelligence brillante et visionnaire. Voilà. Et puis j'ai essayé de trouver un troisième homme, mais ça pourrait être une femme, mais c'est plus voilà, c'est plus un hommage aux aventuriers, aux découvreurs. Mais là, physiquement, c'est certains grands marins. Là, du coup, je vais prendre un Lavallois, Alain Gerbaud, qui est un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui lui n'était pas marin à la base. Il était ingénieur, il était tennisman, et il était aviateur et tout ça. Mais c'est un type. Qu'est-ce qu'il a fait déjà ? Il a traversé. C'est pas lui qui a traversé. Qui a traversé l'Atlantique en 100 jours, je sais pas. 101 jours, oui. 101 jours, ça a été certainement une des plus lentes traversées de l'Atlantique de l'histoire. Mais c'est justement parce qu'il n'était pas marin. Oui. Il est parti avec un bateau qui était mal préparé et ça, mais il l'a fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a traversé en solitaire. C'est la première traversée en solitaire est-ouest au monde. Voilà. Ouais. Et c'est le premier Français à avoir bouclé un tour du monde en solitaire. Et Alain Gerbaud, qui est l'espace Gerbaud, c'est honteux, mais c'est fermé, voilà. Il n'y a pas assez de visiteurs, donc voilà. Et l'espace Gerbaud sous-connu aussi, du coup. Sous-connu. Et Alain Gerbaud, ses bouquins sont sympas, mais l'homme et son histoire, son parcours de vie, c'est volte-face. C'est un type qui a été vice-champion du monde de tennis, as des as. En aviation pendant la Première Guerre mondiale, et un grand navigateur, parce que même si au départ il ne savait pas naviguer, c'est devenu un excellent marin, et puis un protecteur des cultures indigènes polynésiennes entre autres, et ça c'est un aventurier, mais c'est surtout un aventurier de l'intérieur. C'est quelqu'un qui a réussi à se découvrir grâce au voyage. Passionnant. Bon bah écoute, c'est super, je suis vraiment hyper content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Merci beaucoup Fabien d'avoir partagé toutes ces choses hyper intéressantes, et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, 2 moyens pour le diffuser le plus largement possible. Le premier est de le partager autour de vous via vos moyens préférés. Le second est de lui donner une note sur iTunes afin de le rendre visible à un plus large public. À bientôt pour un nouvel épisode.